7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la directrice de la Fondation IFRAP. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Comment une famille étrangère, bien que déboutée à plusieurs reprises du droit d'asile, y compris en appel, peut-elle 10 ans plus tard être toujours en France, habiter dans un HLM, bien qu'étant en situation irrégulière, bien que 3 de ses enfants aient été soit condamnés pour terrorisme, soit surveillés pour radicalisation? Telles sont les questions que nous pose concrètement la famille de Mohamed Mogouchkov, le tueur djihadiste de Dominique Bernard. Alors, est-ce que ces gens sont des experts du droit d'asile? Pas la peine. Et puisqu'il existe en France un écosystème d'associations pour les assister juridiquement, la CIMAD, le GISTI, France Terre d'Asile, Utopia 56, il y en a beaucoup d'autres. Elles militent pour l'accueil inconditionnel des migrants et mettent l'État en accusation, État qui les finance pourtant extrêmement généreusement. Alors, première question, Agnès Verdier-Molinier, vous avez enquêté sur ce sujet. Combien les associations d'aide aux migrants perçoivent-elles d'argent public? Ouais, ça, c'est une bonne question. Parce que quand on regarde, nous, on regarde toutes les questions budgétaires tous les ans et c'est absolument passionnant. On se rend compte que sur 2 milliards, sur le programme Asile, Immigration, Intégration, presque la moitié passe en subvention. De l'ordre de 960 millions d'euros par an. Et quand on veut savoir exactement qui touche quoi, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on est obligé de regarder dans les comptes de chaque association pour voir les niveaux de subvention. C'est quoi cette mission Asile, Immigration, Agnès Verdier-Molinier? C'est le programme budgétaire de l'État qui s'occupe de ces questions. Vous savez, toutes les missions publiques de l'État sont divisées en programmes avec finalement des niveaux de vote qui sont un petit peu détaillés, mais pas du tout assez détaillés par rapport à ce qu'on voudrait. Parce que par exemple, les CRA, le Centre de rétention administratif, là, on voit qu'on a des niveaux de financement qui sont de 57 millions d'euros quand les associations touchent plus de 900 millions d'euros par an. Donc on voit... Centre de rétention, 57 millions. Et les associations qui aident finalement tous ces migrants à obtenir des papiers en France? C'est toute la question qu'on aimerait avoir, près de c'est-à-dire milliards. avoir vraiment le détail pour chaque association. Parce que par exemple pour la CIMAD, qui a été très partie prenante sur la famille dont on parle, radicalisée, déjà salafiste, qui arrive en 2008 en France, qui est déboutée du droit d'asile, qui doit être expulsée en 2014. À ce moment-là, les associations se mobilisent, demandent qu'il ne soit pas expulsé, font un tel ramdam que ça remonte à Matignon, tout ça on l'a lu, on le sait, et finalement quand on regarde que touche la CIMAD, c'est beaucoup de subventions, plus de 6 millions d'euros de subventions en 2022, j'ai les comptes sous les yeux, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est que par exemple du ministère de l'Intérieur c'est 2,6 millions, et de l'État-préfecture, c'est-à-dire par les préfectures, c'est 2,5 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté on finance des instances pour garantir le fait qu'à un moment, ceux qui sont déboutés du droit d'asile doivent repartir. Mais de l'autre côté, on finance aussi ceux qui empêchent l'expulsion. Donc, c'est complètement ubuesque comme fonctionnement. Et moi, j'ai posé la question dans ce papier dans le Figaro, mais on va continuer combien de temps à faire ça? Parce qu'on sait très bien, et ça fait 10 ans que la Fondation IFRAP le dénonce, que les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, sont très peu respectées. Ces dernières années, ça avait encore chuté. Depuis une dizaine d'années, on était en dessous de 20%. Et même après le Covid, on avait carrément chuté autour de 6-7%. Oui, parce qu'il y avait une fermeture des frontières. À 2020, restant une année quand même exceptionnelle. Oui, alourdissant une tendance générale. Les 6 premiers mois de 2022, on était autour de 7%. On n'a pas là encore les chiffres en temps réel comme on le souhaiterait. Pour 2023. Donc il y a une vraie opacité. Et il y a des vraies questions à se poser avec qu'est-ce qu'on fait avec notre argent et pourquoi? Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser parce que on a bien compris, vous nous expliquez ce matin, Agnès Verdier-Molinier, que l'État finance des associations qui en réalité œuvrent à détruire, démanteler finalement la politique migratoire française qui vise à effectivement accueillir, mais aussi reconduire. Il faut que ce soit aussi efficace dans les deux sens. Ça date de quand, ce choix de délégation, quelque part, de l'assistance juridique à cet écosystème d'associations? Et on imagine que derrière cette délégation, il y a quand même un choix politique. On a du mal à imaginer que ce soit simplement parce que l'État estime qu'il n'a plus forcément les moyens d'accomplir cette mission. C'est pas du tout une question de moyens, en fait. Parce que là, quand on regarde les niveaux
de subventions. Rien que les subventions de la CIMAD, ça permettrait d'ouvrir presque une centaine de places en CRA supplémentaires. Donc quand on dit on n'a pas les moyens pour les OQTF ou pour les centres de rétention administrative et que de l'autre côté on voit les niveaux de subventions qui sont alloués à certaines associations, on se demande finalement comment est l'arbitrage de ces fonds et est-ce qu'on étudie l'utilisation de ces fonds. Et ce qui est très étonnant pour nous à la Fondation IFRAP, parce qu'on voit depuis des années à quel point on a du mal à déléguer en fait la gestion des services publics, à faire justement des externalisations en France. Par exemple, le jardinier qui travaille dans une collectivité locale, il est statutaire, il est employé à vie, alors que dans n'importe quel autre pays, il serait employé par une entreprise pour faire le même travail. Donc sur des questions non régaliennes, on a vraiment toujours cette idée de conserver des personnels statutaires, etc. Et puis alors sur des questions hyper régaliennes, que ce soit la question d'envoyer quelqu'un en opération extérieure, on dit c'est pas grave si c'est un contractuel qui a pour un militaire qui a un contrat de 5 ans. Là, on dit on externalise ça aux associations et on se pose la question de ce 2 poids 2 mesures finalement où le régalien est réduit à la portion congrue et où on ne fait pas le travail de base pour la sécurité des Français. Cette famille, ils étaient déjà identifiés comme salafistes avant d'arriver en France et les associations en question on se demande si vraiment ils pouvaient l'ignorer. Donc là, on a quand même une question de transparence, d'évaluation, de répartition des moyens. Comment se fait-il que finalement on n'arrive pas à créer plus de centres de rétention administrative? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à débloquer plus de 60 millions d'euros par an pour les OQTF, sachant que avec 60 millions d'euros par an, on est sûr qu'on les fera pas toutes respecter. La promesse du président de la République, c'était de finalement faire respecter 100% d'exécution des OQTF. Des OQTF. Oui. Mais 100% des OQTF, il nous faudrait de l'ordre de 200 millions d'euros par an au moins en la matière. Donc là, il y a un réarbitrage à faire et là, dans le cadre de la discussion sur la loi asile-immigration, à un moment, il faut qu'on se pose ces questions, il faut qu'on les mette sur la table, il faut qu'on dise où va l'argent, comment il est utilisé, à quoi, et que les Français, à un moment, puissent regarder ça de manière tout à fait ouverte. Agnès Verdier-Molinier, donc il y a l'argent qui part aux associations, mais dans le cas de la famille Mogouchkov, il y a aussi un point qui vous a intéressé. On savait qu'il y avait des profils radicalisés. Et il ne se passe rien. Par exemple, vous constatez qu'ils n'ont pas été expulsés de leur logement social. Ça aussi, ça fait partie c'est de l'argent public également. Là, c'est toute la question aussi. Est-ce qu'ils habitent vraiment à un logement social? Qui est le titulaire du bail? Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que finalement, quand vous regardez les textes, vous vous rendez compte qu'une personne ou une famille en situation illégale ne peut pas prétendre à un logement social et finalement on a l'impression que c'est pas du tout respecté et ça aussi ça fait des années qu'on enquête sur ces sujets en posant la question mais qui habite dans nos logements sociaux? Là aussi ce sont les Français qui financent, là aussi il y a des files d'attente, là aussi il y a de la transparence à faire et se poser la question aussi de globalement, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le coût des HLM, il y a le coût de l'éducation. Il y a le coût de la santé. Donc tout ça, au bout d'un moment, ça fait des dépenses publiques qui sont énormes pour finalement des personnes qui ne devraient pas être en France et qui, en plus, se retrouvent à nuire. Typiquement, on l'a vu avec des actes de terrorisme. Donc là, c'est vraiment du perdant-perdant pour les Français. Ils financent. Et derrière, ils se font attaquer. Donc là, c'est vraiment le moment, je pense, de se poser des questions sur l'utilisation de cet argent asile-immigration, mais aussi de l'argent du social, et peut-être d'avoir une prise de conscience. Merci Agnès Verdier-Molinier. Votre tribune à relire dans Le Figaro ou sur le site de la Fondation IFRAP. Et je rappelle aussi votre dernier ouvrage, Où va notre argent?, paru aux éditions de l'Observatoire. Bonne journée à vous. Merci. 7h21.